Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. On a une petite heure à passer ensemble pour vous présenter un nouvel outil sur les schémas hydrauliques des solutions hybrides, un outil qui a été élaboré par l'association ICO et un outil qui a été fait pour vous car il présente des schémas et surtout les analyses fonctionnelles qui vont avec. Donc ça va au-delà d'une schémathèque. Ces analyses fonctionnelles sont un vrai plus par rapport donc à une schémathèque classique. En effet, nous pensons que ces analyses fonctionnelles deviennent aujourd'hui complètement indispensables dans les installations qui sont conçues aujourd'hui. Pour m'accompagner dans ce webinaire, nous allons être entourés que de membres d'ICO. Alain Baudin, le patron du bureau d'études IE Conseil, moi-même, donc Olivier Brogy, chez GRDF, équipe CGBAT, Jean-Pascal Roche, bureau d'études ADRE et président de l'association ICO, Hervé Sébastia, spécialiste en solutions thermiques collectives chez Atlantic Systems, et Stéphane Taverny de chez Sauter. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat de ce webinaire. Nous allons répondre en live à certaines des questions et nous prendrons quelques questions à la fin. Nous engageons à répondre à l'intégralité des questions dans une FAQ qui sera sur la page de replay en fait, du webinaire et qui sera hébergée et chez ICO et chez CGBAT. Nous allons dans un premier temps vous présenter l'association ICO. Je suis persuadé que tout le monde ne connaît pas. Puis vous expliquer pourquoi nous croyons dans les solutions hybrides et en quoi elles sont pertinentes, vous présenter la genèse de cet outil qu'on vous propose. Ensuite, pour que tout le monde parle la même langue, nous allons revenir sur certaines notions comme l'hybridation partielle, l'hybridation monocircuit, l'hybridation totale, avant de vous présenter le fameux outil. Et c'est à partir de cet outil qu'on rentrera dans le détail de quelques schémas hydrauliques, donc en vous présentant hydrauliquement le schéma, ça c'est Hervé Sébastia qui va s'en occuper, et de la partie régulation par Stéphane Taverny. Et nous prendrons donc à la fin quelques questions avant une conclusion de Jean-Pascal. Merci beaucoup, Olivier. Tout d'abord, avant de vous présenter l'association ICO, je tiens vraiment à remercier CGBAT et sa directrice Sophie Valenti pour son investissement à tout point de vue sur ce projet ICO sur l'hybridation. Alors ICO, donc c'est une association nationale qui comporte environ 130 membres, qui est organisée en 4 collèges: un collège bureau d'études, un collège industriel et fournisseur d'énergie, un collège installation et services et un collège organismes et médias. Donc association qui est assez représentative de notre filière. Les objectifs d'ICO sont de promouvoir la performance énergétique et environnementale, beaucoup par des échanges qui se font en interne via au moins 2 rendez-vous annuels. On a un prochain rendez-vous dès la semaine prochaine organisé en workshop sur lequel on va parler de plein de choses, et des échanges externes qui se traduisent soit par des conférences destinées à toute la filière qu'on organise un peu partout en France, soit par des formations. Et je reviendrai sur les formations un peu plus loin. Lors de ces échanges, on parle évidemment technique et CVC, mais pas que. On parle aussi enveloppe et matériaux. Un des thèmes, par exemple, du workshop qu'on va faire la semaine prochaine à Avignon, ça va être sur le réemploi, les matériaux de réemploi. Donc voilà, on dépasse largement le CVC. Vous pouvez nous retrouver sur Internet ou sur LinkedIn. Retenez bien l'adresse du site Internet, donc association-ico.fr. Ça vous permettra d'accéder notamment à l'outil qu'on va vous présenter tout à l'heure. Les actions d'ICO peuvent se concrétiser par des travaux, des rédactions de guides, pardon. Soit, tu peux passer à la diapo suivante, ouais, soit seul. Petit problème technique. Voilà des exemples de travaux réalisés ces années passées. Donc des productions qui se font soit seules, soit en partenariat avec d'autres associations ou d'autres organisations.
Comme je vous le disais tout à l'heure, ICO est également organisme de formation. Donc la formation organisme certifié Calliope. Le point fort des formations d'ICO, c'est que ce sont des formations dispensées par des professionnels de la filière à destination de cette filière, et donc des formations qui peuvent être adaptées ou qui sont adaptables à toutes vos demandes. Donc, vous voyez quelques exemples de notre catalogue actuel. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins à ce niveau-là. ICO, c'est également, au même titre que l'outil qu'on va vous proposer tout à l'heure, le fondateur de l'outil Enerprix, qui est un outil sur la prévision des prix énergétiques. Donc, vous pouvez également y accéder via notre site ICO. Et puis, pour en terminer avec la présentation d'ICO, l'actualité en ce moment, c'est les trophées de l'ingénierie performante, donc co-organisés avec le magazine bien connu Chaud-Froid Performance. Donc, c'est en place depuis une grosse dizaine d'années, voire un peu plus maintenant. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser, de récompenser des ingénieries performantes. La remise des prix aura lieu sur le salon Interclimat au mois de septembre. Et donc, vous êtes encore à temps, si vous avez des choses intéressantes à proposer, de constituer un dossier et de nous le présenter. Voilà pour la présentation succincte d'ICO. Je vais passer la parole à Alain Baudin qui va nous expliquer un petit peu le pourquoi et le comment de la présence d'ICO et du travail d'ICO sur l'hybridation. Voilà, bonjour à tous. Donc, pourquoi est-ce qu'au sein d'ICO, on croit en l'hybridation? En fait, lorsque l'on parle de décarbonation des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire, on entend souvent des débats qui opposent les différentes énergies. Et pour ICO, ce n'est pas la bonne approche. La vraie question à se poser est de savoir comment construire un système énergétique qui est à la fois décarboné, robuste, résilient et économiquement soutenable pour nos clients. C'est pour cette raison qu'au sein d'ICO, nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté énergétique sans mix énergétique. Bien sûr, l'électricité jouera un rôle majeur dans la transition énergétique, notamment grâce aux pompes à chaleur, mais nous devons également tenir compte des réalités du terrain. La rénovation du parc existant prendra beaucoup de temps, plusieurs décennies, et l'électrification croissante des usages nécessitera des adaptations importantes des réseaux. Et tout ça va bien sûr prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il nous paraît important de conserver plusieurs énergies et de les faire travailler ensemble plutôt que de les opposer. Et l'hybridation répond précisément à cette logique. L'hybridation permet tout d'abord de décarboner. Associer une pompe à chaleur à une chaudière gaz permet déjà de réduire fortement les consommations d'énergie fossile. Et cette solution ouvre la voie à l'intégration progressive des gaz renouvelables, dont le biométhane. Ensuite, l'hybridation permet de sécuriser les installations. En effet, elle permet de limiter les appels de puissance électrique lors des périodes hivernales les plus critiques. Les systèmes hybrides contribuent à la résilience globale des systèmes énergétiques. Ils assurent également une meilleure continuité de service pour les usages, tout en offrant la possibilité de mobiliser l'énergie la plus pertinente selon les conditions du moment. Enfin, l'hybridation permet d'optimiser. Chaque bâtiment possède ses propres contraintes techniques, économiques et patrimoniales. L'hybridation donne aux bureaux d'études davantage de souplesse pour adapter les solutions aux réalités du terrain, tout en maîtrisant les investissements. Pour toutes ces raisons, au sein d'ICO, nous considérons que l'hybridation n'est pas un compromis temporaire. C'est la raison pour laquelle nous estimons que les évolutions réglementaires, doivent préserver la diversité des solutions techniques bas carbone. L'objectif n'est pas d'exclure certaines technologies par principe, mais d'évaluer la performance réelle des systèmes dans leur ensemble et de laisser au bureau d'études la possibilité de retenir la solution la plus adaptée au projet. Donc, pour toutes ces raisons, au sein d'ICO, on a décidé de se réunir, de créer des groupes de travail pour travailler sur ces sujets de l'hybridation. En effet, l'hybridation, c'est beaucoup plus complexe que des systèmes mono-énergie. Donc, il faut avoir des schémas
qui soit pertinent, qui fonctionne, et surtout avoir des analyses fonctionnelles qui sont liées à ces schémas. Donc, on a créé ce groupe de travail avec des membres d'ICO et en collaboration avec CGIBAT. Donc, au niveau de ces groupes de travail, on avait des bureaux d'études, bien sûr, IE Conseil et moi-même en faisions partie. On avait Christian Schwarzerg du bureau d'études Enerlab, Jean-François Corollaire du bureau d'études CARE Expert, Jean-Baptiste Bernard du bureau d'études ECOM, Jean-Pascal Roche, bureau d'études ADRE, président d'ICO, des industriels autour de la table également, avec Hervé Sébastia du groupe Atlantique, Xavier Daboga de la société Wiesmann et Stéphane Taverny de la société Sauter, et puis un accompagnement également de personnes de CGIBAT avec Vincent Lallemand, Pierre Muri, Karim Djama et Olivier Brogy. Et donc Merci Alain. Ouais. Donc le but était de proposer des solutions qui fonctionnent, bien évidemment. Ces solutions qui fonctionnent ne sont pas les solutions à recopier pour vos projets sans que vous y mettiez vos propres adaptations à vos propres problématiques de vos projets. Donc, c'est une base de réflexion dont vous pouvez vous inspirer. Donc, il y a 3 typologies de schémas. Des schémas en simple service avec du chauffage, on verra après, des schémas en double service et des schémas en triple service. Et le triple service étant pour ajouter le rafraîchissement pour l'été. Et bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, le cœur du réacteur, c'est les analyses fonctionnelles. Un schéma en lui tout seul ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir comment a été imaginé le fonctionnement de l'installation par rapport à ce schéma-là. Et c'est pourquoi l'outil qu'on va vous proposer accompagne, une analyse fonctionnelle accompagne systématiquement un schéma de principe. L'objectif de l'outil, ça a été également de partager à l'ensemble de la profession, d'où le webinaire aujourd'hui, tout ce travail élaboré par ICO. Et donc, c'est ce qui nous a motivé à créer cet outil. Et puis, on vous la présentera tout à l'heure, la plateforme par laquelle vous allez pouvoir y accéder. Et sachant que cette plateforme sera accessible à la fois depuis le site internet d'ICO, mais également le site internet de CGIBAT. Voilà. Merci beaucoup Alain. Avant de vraiment vous présenter l'outil, on souhaitait poser un petit peu les bases à la fois au niveau hydraulique et à la fois au niveau régulation de l'hybridation. Du coup, je vais passer la parole à Hervé Sébastia qui va vous parler des différences de performance entre les systèmes d'hybridation totale, partielle et monocircuit. C'est à toi Hervé. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous expliquer et vous rappeler un petit peu les différents types d'hybridation qu'on peut rencontrer sur le terrain, c'est-à-dire selon la position de la PAC par rapport à la chaudière vis-à-vis des circuits. Et bien sûr, donc le principe, c'est de préchauffer les retours avec la pompe à chaleur avant de faire l'appoint avec la chaudière. Et selon les schémas, vous le verrez, il y a différents objectifs qu'on peut atteindre. On ne va pas prioriser les solutions de la même façon selon si on vise une baisse du coût énergétique ou la décarbonation. Et on va voir ça dans un instant. Voilà, on va commencer par l'hybridation totale. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, alors ici, on a pris comme exemple 2 circuits régulés radiateurs et un circuit à température constante, tel qu'une CTA, mais ça peut être une sous-station à distance. Ça peut être éventuellement aussi une eau chaude sanitaire qui a des relances intempestives et qui demanderait une température constante au niveau des générateurs. Donc là, le principe, si on a un circuit à température constante, on va évidemment alimenter toute l'année à température constante ce circuit. Par exemple, une CTA 70-50. Donc, on va alimenter à 70 cette CTA. Son retour, comment il va évoluer au fil de la saison de chauffe? Eh ben, sa température retour va se rapprocher de sa température départ au fil de la saison de chauffe, quand on a de moins en moins de déperdition. Qu'est-ce qui va se passer donc au niveau des circuits régulés? Eh bien, si les 23 voies sont alimentées toute l'année à 70,
et que les circuits régulés demandent une température de consigne de plus en plus basse sur leur départ, évidemment, le seul moyen de satisfaire le besoin, c'est de recycler une partie du retour des circuits régulés. Et au fur et à mesure que la température de consigne diminue sur les circuits régulés, eh bien, on va recycler de plus en plus de retours, jusqu'à recycler pratiquement la totalité en fin de saison de chauffe. Quand on part à 20, on revient à 20 pour satisfaire la température ambiante à 20 degrés à peu près. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure, sur ce schéma hybridation totale, on va revenir, comme vous l'avez compris, avec un débit assez constant au niveau de la CTA et de plus en plus chaud, et avec des débits des circuits régulés eh bien, qui diminuent et qui tendent vers zéro finalement. Donc on va avoir en fin de saison de chauffe, le dernier jour de saison de chauffe, si vous voulez, une température de retour la plus élevée et un débit qui n'est que le débit de la CTA. Voilà. Donc, ceci, ce n'est pas une performance très optimisée pour les générateurs, que ce soit la PAC et la chaudière. Donc, il vaut mieux, évidemment, sur ce genre de schéma en hybridation totale, privilégier des circuits à loi d'eau régulée seule, éviter les circuits à loi d'eau constante, à moins que ce circuit à loi d'eau constante n'ait pas un fonctionnement permanent, comme on peut le voir, une CTA dans une cuisine qui est là en fonctionnement que pendant les heures de travail des cuisiniers. Ensuite, ça va aller un peu plus vite puisque j'ai expliqué le principe précédemment, l'hybridation partielle. Donc on a vu que la situation n'était pas idéale face à un circuit haute température sur le retour général des circuits au niveau de la PAC. Maintenant, on décide de positionner la PAC où? Eh bien sur les circuits régulés, pour profiter seulement de la température de retour de ces circuits régulés. Donc effectivement, on n'est plus impacté par le retour chaud de la CTA qui est de plus en plus chaud au niveau de la saison de chauffe. En revanche, au niveau des circuits régulés, étant donné qu'on est positionné après les 23 voies et qu'on recycle de plus en plus au niveau des 23 voies du bypass dû à la température d'alimentation constante des 23 voies, eh bien on va avoir un débit qui tend vers zéro. Voilà. Donc ici, effectivement, ce ne sera pas la solution idéale si le circuit haute température constant est à un fonctionnement permanent. Mais on le verra dans l'exemple qui suit chiffré, les performances sont tout à fait satisfaisantes tout de même. Et pour finir, on a l'hybridation monocircuit. Donc l'hybridation monocircuit, vous voyez, la bouteille et la PAC, finalement, elle s'est déplacée. Et là, on se situe entre les émetteurs et le bypass de la 23 voies d'un seul circuit. Ce qui va permettre, non seulement par rapport au code précédent, d'avoir effectivement la température de retour de la loi d'eau régulée des circuits régulés, mais aussi du débit nominal de la pompe, et puis un débit qui tend vers zéro en fin de saison de chauffe. Donc là, évidemment, on verra la différence sur l'exemple qui suit, mais à contrario vis-à-vis du schéma précédent, si vous voulez hybrider davantage de circuits, tels que le deuxième circuit radiateur, il faudra rajouter une seconde PAC. Donc plutôt que de mettre une plus grosse PAC sur l'hybridation partielle, eh bien, on pourrait mettre des petites PAC adaptées à la puissance de chacun des circuits régulés. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'hybridation monocircuit n'est pas du tout impactée au niveau de la PAC par tous les autres circuits tels que la CTA ou le départ chaudière qui impose du 70-80 constant pour le circuit à température constante. C'est la performance seule de la loi d'eau du circuit régulé qui donnera la performance de la PAC. C'est l'intérêt de ce genre de circuit aussi. Alors, je vais vous donner un exemple un peu chiffré pour être un peu plus concret. Alors là, on est parti sur une température extérieure de -7, des déperditions de 100 kW pour ce bâtiment, et on représente les circuits chauffage par deux circuits, un circuit régulé radiateur de même puissance que le circuit constant CTA, hein, avec des régimes 50-30 pour le radiateur, 70-50 pour la CTA. Donc pour rappel, hein, la CTA, si c'est du 70-50 en fin de saison de chauffe, on va faire du 70-70 à peu près. Hein. Et on a décidé d'hybrider cette installation à environ 33%, puisque la puissance de la PAC à la température de base, elle est de 33 kW. Et au niveau de la pointe, la chaudière, eh bien là, on a décidé d'assurer le besoin total pour les 100 kW en plaçant une chaudière de 117 kW. Donc avec le logiciel,
que vous pouvez retrouver chez différents constructeurs, utilisables à partir de leur site internet. On peut obtenir les résultats qu'on va afficher ci-après. Donc là, on retrouve nos 3 types d'hybridation, l'hybridation totale, partielle et monocircuit. Alors, que se passe-t-il sur l'hybridation totale dans ce cas de figure, bien précis, avec une puissance équivalente de circuit? Eh bien, effectivement, étant donné qu'on sur le retour général, la PAC se retrouve sur le retour général des circuits, c'est là où elle va fournir le plus d'énergie. 181 000 kWh sur les 247 mégawattheures nécessaires. Donc, le reste, effectivement, est fourni par la chaudière gaz, 65 MWh. Ce qui représente un taux de couverture de la PAC sur le besoin total de chauffage de 73%. Mais avec un COP de 2,24, puisque, comme on l'a dit, on revient de plus en plus chaud sur le retour de la PAC, au fil de la saison de chauffe. Maintenant, passons à l'hybridation partielle. Alors, l'hybridation partielle, comme je vous l'ai dit précédemment, le débit qui irrigue la PAC, il tend vers 0 au fil de la saison de chauffe. Donc, on bénéficie évidemment des températures les plus froides, mais d'un débit qui tend vers 0. Ça se traduit par quoi? Alors, par un très bon COP de 3,16, mais un taux de couverture assez faible, vous voyez, qui est passé à 16%. Et pour finir, le monocircuit, c'est le compromis un petit peu entre les deux, puisque vu qu'on a 50% sur le circuit régulier radiateur, eh bien, vous voyez, la puissance est partagée en deux, autant d'appoints que d'énergie fournie par la PAC, ce qui représente effectivement les 50% de taux de couverture, et avec un COP plus important. Pourquoi? Comme je l'ai dit précédemment, puisque le débit ici, c'est le débit nominal de la pompe sur laquelle la PAC est raccordée. Ensuite, pour passer à une étape supplémentaire, puisque là, on a des énergies fournies par la PAC, des COP, comment on va traduire ça au niveau énergétique, au niveau coût d'énergie? Eh bien, si on divise l'énergie fournie par la PAC par son COP, on obtient dans l'exemple hybridation totale à peu près 81 000 mégawattheures. 81 mégawattheures, pardon. Au niveau du gaz, si on prend un rendement gaz condensation de 98%, ce qui est vraiment très faible, on commence à 97%, pour rappel, pour monter jusqu'à 110, 111% théorique sur une chaudière gaz, eh bien là, on obtient 64 000. Et tout ceci, quand on met un coût d'électricité, par exemple, c'est un peu difficile en ce moment de figer les coûts, mais un coût d'électricité à 200 € du mégawattheure ou 100 € du mégawattheure gaz, vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez pour refaire l'exercice si vous le souhaitez, eh bien, on obtient un coût énergétique sur cette solution totale d'à peu près 22 600 €. L'hybridation partielle, eh bien, on obtient un coût à peu près équivalent de 22 800. Et c'est la hybridation monocircuit qui s'en sort le mieux, puisqu'on utilise pas mal d'énergie fournie par la PAC avec un très bon COP. Et donc là, il y a une différence au niveau effectivement du coût énergétique, puisque là, on tombe à 19 000 €. Donc, il y a une différence de, vous voyez, 23 à 25% à peu près par rapport au monocircuit. Donc, sur le podium, qui va être affiché, eh bien, ici, dans ce cas de figure, avec cet exemple, ces différentes puissances de circuit, c'est le monocircuit qui l'emporte par rapport au total et au partiel. Par contre, si l'objectif du maître d'ouvrage maintenant, c'est la décarbonation, vous voyez que l'objectif peut être, en tout cas, le podium est différent, puisque la solution qui utilise le plus d'énergie au niveau de la pompe à chaleur, c'est bien l'hybridation totale, avec 180 000 kWh. Donc ici, effectivement, en tonnes équivalentes CO2, ça représente 21 tonnes, compte 31 en monocircuit et 47 en hybridation partielle. Donc tout ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que, évidemment, selon l'objectif du maître d'ouvrage, selon s'il veut baisser la facture énergétique, selon s'il veut décarboner, eh bien, il y a un podium qui est un petit peu différent entre les solutions, et selon, bien évidemment, la puissance des circuits qu'on vient hybrider aussi, par rapport à la puissance totale de l'installation. Voilà pour donner un exemple bien concret, et c'est un exercice à rééditer, évidemment, en fonction
de vos schémas de principe et de vos cas de figure que vous pouvez rencontrer. Merci beaucoup Hervé. On a fait un choix très fort sur notre schémathèque. Là, on a eu pas mal de discussions au sein du groupe de travail. Et donc, tous les schémas qu'on vous propose dans cette schémathèque sont faits avec des ballons 3 piquages. Est-ce que tu peux nous expliquer, Hervé, le pourquoi de ce choix? Oui. Alors, sur votre gauche, vous voyez un ballon 4 piquages, c'est-à-dire qu'il y a un départ-retour primaire, un départ-retour secondaire. V7T7, vous verrez, ça c'est... Alors, la PAC est située évidemment en amont du ballon, donc sur la gauche. Et en V7T7 arrive la pointe chaudière éventuellement. Et sur la droite, c'est le départ-retour des circuits. Donc ici, ce qui se passe sur un ballon tampon 4 piquages, comme vous pouvez le lire dans les guidrages qui ont été édités il y a quelques années, on a une perte de température entre la température d'alimentation primaire qui vient de la PAC et la température secondaire en T1, de quelques degrés, de 1 ou 2 degrés. Alors, ceci, effectivement, ça a beaucoup moins d'impact en chaud, puisqu'un delta T de 20 degrés, si on perd 1 degré, il va falloir fonctionner la PAC avec 1 degré de plus pour compenser éventuellement, si on veut satisfaire la totalité des besoins, et si la situation le permet vis-à-vis de sa puissance. C'est pour cette raison qu'il y a aussi la solution ballon 3 piquages, entre guillemets. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'au lieu de partir avec un départ sur le secondaire, on part du primaire pour ne pas perdre du tout de température au niveau de la sortie PAC. On vient directement alimenter les circuits avec la température départ PAC. Donc ça élimine cette perte de 1 ou 2 degrés. Alors en chauffage, effectivement, ça a moins d'impact, mais n'oubliez pas qu'en froid, en rafraîchissement, quand on a un delta T non pas de 20 comme en chaud, mais en 5, de 5K, eh bien là, ça a beaucoup plus d'impact sur la performance, puisque la PAC, elle devra abaisser sa température de 1 ou 2K sur les 5K. Donc ça aura beaucoup plus d'impact d'un point de vue énergétique. Ok. Merci Hervé. Donc ça ne veut pas dire que les schémas qu'on vous propose ne fonctionnent pas avec des ballons 4 piquages. Ils fonctionneront avec des ballons 4 piquages, mais vous avez compris qu'on sera beaucoup plus performant avec des ballons 3 piquages. Un petit mot sur la régulation. Donc je vais passer la parole à Stéphane Taverny. Voilà, l'hybridation, c'est des schémas, mais c'est aussi une bonne régulation. Et si la régulation ne fonctionne pas correctement, on ne saura pas faire fonctionner une PAC et une chaudière en même temps. Stéphane, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, la régulation est considérée comme le troisième élément indispensable pour le bon fonctionnement des schémas et des systèmes d'hybridation. Elle joue en quelque sorte le rôle du chef d'orchestre et permet d'optimiser le fonctionnement de tous les éléments du schéma, tout en garantissant une priorité pour le fonctionnement de la ou des pompes à chaleur. Donc pour cela, il va falloir pouvoir piloter la consigne de chaque élément, donc la pompe à chaleur d'un côté et la chaudière de l'autre, afin qu'elle soit uniquement utilisée en appoint de la pompe à chaleur. Toujours dans le même objectif de performance, nous avons apporté une attention particulière sur les positionnements des sondes de température, notamment pour tout ce qui est ballon et eau chaude sanitaire. Et enfin, nous avons favorisé le montage en mélange des vannes 3 voies afin d'obtenir une régulation plus stable et plus précise. Donc, nous verrons sur tous les schémas les différentes boucles qui seront utilisées. Merci Stéphane. Alors maintenant qu'on a vraiment posé les bases de l'hybridation, c'était peut-être un petit peu long mais important. On va vraiment rentrer dans ce qui nous intéresse et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation de l'outil. Donc Olivier va reprendre la main et va rentrer directement via le site ICO sur l'outil. Alors, pour accéder à l'outil, c'est tout simple. Dans votre navigateur préféré, vous tapez Association ICO. Le premier lien qui apparaît, c'est le bon, c'est le site de l'association. Une fois sur le site de l'association, vous avez deux possibilités. Une rubrique actualité qui va développer, qui présentera l'outil, ou sinon vous allez dans les travaux. Ça recense une grosse partie des travaux qu'a fait ICO, et c'est GT hybridation qu'il faut cliquer pour aboutir dans le bon schéma pour une hybridation, présentation de la schémathèque,
présentation des généralités, c'est-à-dire ce qu'on vous a expliqué, ce qu'Hervé vous a expliqué tout à l'heure, chauffage, hybridation partielle, hybridation totale, hybridation simple service, etc. Et derrière, on rentre dans la schémathèque via soit la schémathèque complète, soit le guide qui vient une série de questions. La première question étant par exemple, est-ce que vous êtes chauffage seul, chauffage plus ECS, chauffage plus froid plus ECS? Et via une série de questions, ça vous sélectionne une partie des schémas. On va maintenant rentrer sur quelques schémas. Le schéma de simple service seul, chauffage seul. Hervé, je te laisse la main de l'hydraulique de ce schéma. Avec plaisir. Donc ici, on se retrouve sur une hybridation de la totalité des circuits chauffage, réseau 8 et 9. Voilà, donc le retour des circuits va évidemment être préchauffé et dirigé vers le ballon tampon primaire de la PAC pour être préchauffé. Alors selon la puissance de la PAC, selon la saison de chauffe, on va pouvoir satisfaire une partie ou la totalité des besoins. Ensuite, évidemment, on passe par la sonde T1 et on va se diriger vers le départ des circuits. Et ici, en se dirigeant vers le départ des circuits, on arrive vers la vanne V7, la vanne 3 voies, qui là est l'appoint chaudière finalement. Donc, ce qui veut dire, c'est la chaudière est au-dessus, là où montre Olivier avec la main, là. Donc, si ce n'est pas suffisant, bah, la vanne V7 va venir compléter la puissance. Et si la puissance de la PAC est suffisante, eh ben, on ira alimenter les circuits, les deux circuits réseau régulés. Alors maintenant, Stéphane va pouvoir peut-être compléter et nous apporter des informations au niveau de la régulation de ce circuit. Alors, sur ce circuit, on va voir essentiellement les bases qui seront dupliquées sur quasiment toutes les applications suivantes. Sur la partie droite du schéma, vous avez des régulations classiques des radiateurs, par exemple, avec une loi d'eau. Et donc, la pompe à chaleur, la consigne de la pompe à chaleur sera réglée sur une température T1 qui sera toujours, et quel que soit le cas de figure en chaud, toujours supérieure de quelques degrés, environ 2 degrés, au circuit le plus demandeur en température, que ce soit T7, T8 ou V8. Cette température T1 qui doit être supérieure est indispensable afin que la PAC ait une priorité par rapport au fonctionnement des chaudières. Donc la consigne T1 est fixée et si elle n'est pas atteinte en puissance ou en température, l'injection de la chaleur produite par les chaudières se fera sur la vanne V7 en calant la température T7 sur le circuit le plus demandeur. Alors on a ces deux petits frères avec DS1 bis et DS inter, c'est le même schéma, sauf que ici c'est DS1 bis, SS1 pardon, SS1, oui, merci. Simple service. C'est une chaudière simple service ici avec une contrainte de débit. Et SS Inter, c'est le même système, mais avec une chaudière non condensation, donc qui présente une contrainte de débit et une contrainte de température qui sont prises en compte dans le schéma. Cette notion de bis et terre, on la reproduit sur le schéma DS1. On a donc DS1 bis et DS inter qui existent aussi. On ne l'a pas reconduite pour ne pas multiplier le nombre de schémas entre DS2, DS3, etc. Mais bien évidemment, DS2, DS3, DS4 et tout le monde sont faisables en version DS4 bis, DS4 terre, suivant la nature de la chaudière qui est en place dans le site que vous voulez rénover. On va passer sur un schéma double service. Donc par exemple le DS4. Hervé, je te laisse la main pour le commenter. Ouais, donc je vais zoomer. En haut, il y a la chaudière. Parce qu'à partir du moment où je zoome, on ne la voit plus. Voilà, donc elle est juste au-dessus, effectivement. Donc ici, alors on est sur du double service. Donc ça veut dire chauffage ECS. Donc il y aura une phase hivernale et une phase estivale qu'on va détailler au niveau de la régulation et du schéma hydraulique. Durant la phase hivernale, donc on a le même principe que précédemment avec le schéma simple service chauffage seul, où on vient donc avec les réseaux 8 et 9 les préchauffer par la PAC.
Et ensuite, venir compléter, si la puissance n'est pas nécessaire, par la pointe chaudière au niveau de V7. Voilà. Au niveau eau chaude sanitaire. Alors, au niveau eau chaude sanitaire, là, on se trouve sur une solution antilégionnelle. C'est-à-dire qu'on a un échangeur à plaques instantané, mais avec un stockage primaire au niveau des sondes T5 et T6, qui nous permet de diminuer la puissance d'appel du générateur. À ce niveau-là, évidemment, comment ça fonctionne au niveau eau chaude sanitaire? Eh bien, le retour primaire de l'eau chaude sanitaire va pouvoir se diriger vers la PAC si la température est inférieure à celle de la PAC. Puisqu'ici, la PAC, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle suit la loi d'eau la plus forte, parmi les 2 circuits régulés radiateurs. Donc au fil de la saison, sa température va diminuer, ce qui veut dire que la température de retour de l'eau chaude sanitaire, eh bien, il va falloir qu'elle soit de plus en plus basse pour se diriger vers la PAC. Et c'est souvent le cas lorsqu'il y a les débits de pointe ECS au matin et au soir, avec une eau froide, évidemment, à 5 ou 10 degrés, voire 15 degrés, qui permet d'avoir un retour primaire en T4 assez faible. Maintenant, Stéphane, est-ce que tu peux nous détailler la partie régulation avant que, ou à moins que je parle peut-être de la partie estivale tout de suite, tu pourras comme ça terminer sur la partie régulation totalement. Donc en partie estivale, évidemment, les circuits chauffage sont arrêtés et dans ce cas de figure, la PAC, elle ne suit plus la loi d'eau des circuits radiateurs, des circuits régulés, mais on va afficher sa consigne qui correspond à la température primaire de l'échangeur à plaques. Donc si l'échangeur à plaques ECS a été dimensionné avec du 70-40 par exemple, on va mettre une PAC à la température de 70 pour que finalement, eh bien, tout l'été, on puisse revenir avec les retours primaires, récupérer dans le ballon d'énergie de la PAC tout le volume nécessaire pour l'amener ensuite au niveau de T6. Donc on passe par V4 et on remonte ensuite par le tube qui nous permet de remonter au niveau du ballon primaire. Voilà. Si tu veux bien compléter, Stéphane, nous apporter ton expertise au niveau régulation. Alors, sur la partie régulation, toute la partie du schéma et du bas, vous retrouvez exactement le même fonctionnement que sur les schémas SS1, donc on ne va pas y revenir. On va surtout parler de la partie eau chaude sanitaire sur laquelle il y a un fonctionnement différent. Donc, la partie ballon tampon primaire est pilotée par les vannes T5 et T6. Globalement, lorsque le besoin en eau chaude sanitaire est déclenché par la sonde T5, on vient charger le ballon jusqu'à ce que la consigne T5, mais également T6 en bas du ballon soit satisfaite. Ceci permet d'avoir la garantie que l'ensemble du ballon primaire est bien chargé. Et ensuite, en termes d'automatisme, on va travailler sur les vannes V3, V4. Alors, ces vannes, on les a représentées en 22 voies, mais elles auraient pu très bien fonctionner également en 23 voies. Comment celle-ci fonctionne? Donc, on a une comparaison qui se fait entre la sonde T4, qui est sur le retour échangeur à bloc, et la sonde T1. Si la sonde T1, donc production, est supérieure à la sonde T4, on vient ouvrir la vanne V4 et fermer la vanne V3, ce qui permet de récupérer les calories sur la pompe à chaleur. Et inversement, lorsque la température T4 devient supérieure ou égale à la température T1, à ce moment-là, on ferme la vanne V4 et on bypasse la pompe à chaleur pour ne pas venir refroidir avec l'eau issue de la pompe à chaleur. Merci, messieurs. La même chose sur T6, ce coup-ci avec 2 pompes à chaleur. Oui. Sur DS6, pardon. DS6. Donc ici, nous sommes ce qu'on appelle sur des packs par usage. C'est-à-dire que vous voyez sur le schéma, ici, vous avez une PAC P1 dédiée au chauffage, au préchauffage des réseaux radiateurs, par exemple, et une PAC P2 dédiée à l'eau chaude sanitaire, à la production, au préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc, dans ce cas de figure, vous
vous avez tout de même un appoint commun hein, qui est au-dessus, qui est la chaudière, et qui va venir et permet de faire l'appoint aussi bien au niveau de la PAC P1 que de la PAC P2 pour le chaude sanitaire. Donc, c'est à peu près le même schéma au niveau de la PAC P1 que ce qu'on a vu précédemment avec les deux circuits T8 et T9. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, la PAC P2, elle, va permettre, quel que soit le type de production ECS, hein, que ce soit du ballon serpentin, de l'échangeur à plaques avec ballon ECS ou avec stockage primaire antilégionnel, eh bien, on va récupérer effectivement le retour primaire pour le préchauffer, puisque là, la PAC P2, elle ne suivra pas comme la PAC P1 la loi d'eau des circuits, évidemment, mais là, elle sera à la température primaire de la production d'eau chaude pour fournir un maximum d'énergie. Et donc, la partie estivale, eh bien, Stéphane le précisera, mais évidemment, seule la PAC P2 fonctionnera, puisqu'on n'est qu'en phase de production d'eau chaude sanitaire. Par contre, ça permet à la PAC P1 d'avoir des COP très intéressants, puisqu'on suit toute l'année et toute la saison de chauffe les lois d'eau des circuits réguliers. Effectivement, en termes de régulation, on est sur un fonctionnement avec une P1, une pompe à chaleur P1 qui est réglée sur une consigne T1 calée sur les circuits régulés. Quant à la pompe à chaleur dédiée à l'eau chaude sanitaire, il faudra caler une température de consigne T2 qui satisfasse aux besoins de la production eau chaude sanitaire, donc deux consignes différentes pour deux pompes à chaleur différentes. On va maintenant passer sur un schéma triple service. Alors, le schéma triple service, vous voyez deux icônes qui sont apparues ici, l'icône hiver et l'icône été. Donc là, vous avez le schéma, je zoomerai dessus tout à l'heure, le schéma en mode hiver. Donc ça, c'est le mode hiver. Et si vous cliquez sur le mode été, vous avez le schéma en mode été. L'analyse fonctionnelle, évidemment, distingue ces deux cas, hein, bien évidemment, le fonctionnement de l'installation en hiver, et bien sûr, il y a un chapitre sur le fonctionnement de l'installation en été. Mais donc, en cliquant sur ces deux boutons-là, vous avez donc le distinguo entre les deux schémas. Je vous l'affiche en hiver, messieurs, ou vous le préférez en été? On va commencer par le chauffage. Allez. Donc ici, nous voyons ce schéma, alors où effectivement, on est sur une hybridation, vous l'avez vu ici, non plus totale, il y a un circuit, mais on est en monocircuit. C'est-à-dire qu'on se retrouve, la PAC se retrouve entre les émetteurs et le bypass de la 23 voie V8. Ce qui veut dire qu'elle va bénéficier, la PAC, de la température de retour de la loi d'eau de ses émetteurs. Donc de plus en plus basse au fil de la saison de chauffe, avec l'avantage, comme on l'a précisé précédemment, d'avoir le débit nominal de ce circuit qui irrigue la PAC. Donc on aura des performances très intéressantes. Donc ici, on est donc en monocircuit. On va récupérer les retours de ce circuit chauffage, passer par la PAC. Elle va fournir évidemment toute la puissance qu'elle peut selon son dimensionnement de 15 à 40%, ce qu'on préconise en hybridation. Et d'autre part, donc, dans ce cas de figure, l'appoint se fera par la chaudière au niveau de la 23 voie V8. Maintenant, au niveau eau chaude sanitaire. Alors, au niveau eau chaude sanitaire, là où pose sa souris Olivier, vous remarquerez qu'il y a un échangeur à plaques instantané raccordé sur le ballon primaire de la PAC. Donc, à ce niveau-là, on va venir préchauffer l'eau chaude sanitaire avant qu'elle arrive à la production d'eau chaude. Donc c'est un préchauffage comme on le faisait auparavant en solaire par exemple. Là, on a un préchauffage instantané. Donc il faudra tout de même être vigilant à une chose, c'est qu'une PAC, elle a ce qu'on appelle une enveloppe de fonctionnement, en mode chaud et en mode froid. En mode chaud, elle a une température évidemment minimum à respecter aussi. On ne peut pas descendre de trop bas. Ça se situe généralement, selon les constructeurs de PAC, aux alentours de 20-25 degrés. Donc vous imaginez qu'avec de l'eau froide instantanée qui arrive entre 5, 10, 15 degrés, vous pouvez avoir une retour primaire assez bas
qui peut faire dégringoler un petit peu la température effectivement du ballon tampon et mettre en défaut la PAC si elle est trop basse. C'est pour cette raison qu'il faudra prévoir tout de même sur ce schéma une régulation avec T1 bis qui permettra de stopper éventuellement le préchauffage de l'eau froide si la température venait à devenir trop basse. Mais là, on est face à un échange donc instantané. Donc ça va dépendre effectivement du débit qui va passer d'eau chaude sanitaire et surtout du dimensionnement de l'échangeur à plaque instantané, qui n'est généralement pas dimensionné sur le débit de pointe ECS, qui n'a lieu que 2 fois par jour et qui serait évidemment très surdimensionné et assez coûteux. Stéphane? Donc, effectivement, pour compléter ce que dit Hervé sur ce fonctionnement, donc on autorisera le fonctionnement des pompes de charge de l'échangeur de préchauffage ECS lorsqu'il y aura du soutirage, et on protégera la pompe à chaleur sur une température T1 bis de retour trop basse, où on viendra interdire le fonctionnement des pompes de l'échangeur dans ce cas de figure. Sur ce schéma, on a également rajouté une vanne V10 et T10 qui permet qui fonctionne sur le chaud en cas de température de consigne de pompe à chaleur calée sur l'eau chaude sanitaire. Donc, ça viendra faire une régulation pour le circuit radiateur, mais qui aura également une utilité sur le mode de fonctionnement froid de la pompe à chaleur. Donc, peut-être qu'on peut passer directement au froid, Olivier. Alors, en mode froid, comment ça se passe? Effectivement, la pompe à chaleur doit être dimensionnée pour satisfaire le circuit froid, le réseau 8, en totalité. Donc, du coup, on est bien branché toujours en monocircuit. Donc, la vanne V8 sera fermée, évidemment, puisqu'il n'y aura plus d'apport de calories de la chaudière. On est en phase froid, ou rafraîchissement, plus précisément. Et d'autre part, au niveau du préchauffage de l'eau chaude sanitaire, on va venir couper l'alimentation primaire, évidemment, parce que le but, c'est de préchauffer l'eau chaude, c'est pas de la refroidir. Donc là, l'eau chaude sanitaire, en mode estival, ne sera assurée que par la chaudière et qui amènera les calories nécessaires dans le ballon primaire ECS au niveau des sondes T5, T6 pour fournir à l'échangeur instantané le besoin nécessaire, les calories nécessaires. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? En termes de régulation, bien évidemment, il y aura des automatismes de sécurité pour interdire le fonctionnement des pompes ainsi que garantir la fermeture de la vanne V8. Et en termes de régulation, la vanne V10 se permettra de faire remonter, par exemple, les régimes de température pour le réseau 8 si on est en dehors des plages de fonctionnement de la pompe à chaleur, pour par exemple monter sur une température de départ à 22 degrés, mais aussi sur des cas, par exemple, de plancher rafraîchissant, éviter des phénomènes de condensation en remontant les températures de départ. Oui, parce qu'effectivement, Stéphane, j'ai peut-être oublié de le préciser, la pompe à chaleur en mode été, donc en mode rafraîchissement, elle a aussi une température limite niveau haute température, c'est-à-dire qu'on peut atteindre peut-être les 18-20 degrés. Et sur du plancher chauffant, si on a besoin de 22, effectivement, la vanne V10 en recirculation va permettre de réchauffer ce départ PAC pour la réchauffer de 18 à 22 et éviter par exemple le phénomène de condensation sur du plancher chauffant. Merci messieurs. On va maintenant répondre à une série des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, des questions qui restent en suspens. Je reprends juste 2 secondes pour réexpliquer le cheminement, parce qu'a priori, il y a eu un gros écho au moment où j'ai commencé à parler. Donc, quand vous arrivez sur le site de l'association ICO, il faut aller dans les travaux. Donc, vous rentrez sur le site de l'association, vous avez les travaux, GT hybridation, et c'est là que vous rentrez donc dans la schémathèque et dans les schémas. Ensuite, une autre question qui nous a été posée, c'est sur les schémas. Je te coupe, Olivier. Ouais. On va mettre en place sur le site ICO un chemin plus court. En fait, on a une rubrique actualité. Si tu peux revenir sur la première page du site, et on va mettre en place dans les jours qui arrivent là, un lien directement sur cette page d'actualité. Voilà, ici à la place du lien LinkedIn.
Et autre question, on nous a posé la question, est-ce qu'on peut aussi avoir les schémas en PDF? Oui, ça c'est le bouton télécharger. Les schémas en DWG sont accessibles aussi, mais sur demande, et ça se fait via la rubrique contact du site. Pour les autres questions, on nous a posé la question, comment gérez-vous le minimum technique de la chaudière gaz sur SS1? Alors, je ne sais pas si c'est la question exactement, mais on l'a vu tout à l'heure, on avait 3 typologies de schémas. Un schéma où la chaudière est raccordée directement sur les circuits chauffage et pompe à chaleur, un schéma où il y avait une bouteille qui s'interposait et un schéma avec une pompe pour la réhausse de température si on n'était pas face à une chaudière à condensation. Donc si c'était la question, voilà, on a ces trois schématiques se dupliquent sur la simple hybridation double service et triple service. J'ai vu passer ouais, je te coupe. Vas-y, Jean-Pascal. J'ai vu passer une question de Romain, je crois, sur l'intérêt d'hybrider la production d'eau chaude sanitaire en rénovation. Alors, évidemment, chaque cas est particulier. C'est difficile de répondre à une question comme ça, mais comme vous l'a expliqué Hervé tout à l'heure, il y a des possibilités en fonction de l'objectif recherché d'hybrider soit un seul circuit, soit certains circuits, soit de faire une hybridation totale, et donc y compris avec la production d'eau chaude sanitaire. Et puis ce que je voulais dire aussi par rapport à la production d'eau chaude sanitaire, vous l'avez vu sur certains schémas, et il y en a d'autres qui sont dans la schémathèque, on a des possibilités via la pompe à chaleur, de faire un préchauffage en fait de l'alimentation d'eau froide. Vous avez vu des schémas avec un petit échangeur là sur l'alimentation eau froide de la production ECS. Donc c'est des façons assez simples en fait de faire une hybridation sur la production d'ECS. Il y avait une autre question aussi, alors on n'a pas pris le temps de tout présenter, mais où les schémas de principe devaient être complétés chacun d'un tableau de mode de fonctionnement et statut d'ouverture, fermeture des vannes, pourcentage de débit de pompe, est-ce prévu? Donc en fait, l'analyse fonctionnelle qui accompagne chaque schéma présente en fonction du mode fonctionnement ECS, fonctionnement chauffage, fonctionnement été, fonctionnement hiver quand on est en triple service. On indique l'ouverture, quelle vanne est ouverte, c'est pour ça qu'elles sont toutes numérotées. On indique si la vanne est ouverte, si la vanne est fermée. Bon, par contre, par rapport au pourcentage de débit de pompe, là, ça dépend complètement des installations, et c'est à chaque concepteur d'installation d'analyser la globalité de l'installation et de voir en fonction des débits et des régimes de température des différents circuits, de savoir si on hybride la totalité, si on discrimine certains circuits ou pas. Donc ça, après, c'est au concepteur d'adapter son schéma. Je rebondis sur une question posée par Franck. Est-ce que les schémas d'hybridation sont intégrés en préconisation par les fabricants au sein de la notice de mise en œuvre? Oui, évidemment. Chez Atlantique, c'est le cas en l'occurrence. Vous retrouvez différents documents pour vous aider. Alors déjà, les notices d'installation et d'utilisation qui sont livrées avec les produits, où vous retrouvez tous les différents schémas, et selon le schéma, le paramétrage nécessaire au niveau de la régulation en l'occurrence et du câblage électrique. Ça, c'est déjà une chose importante. D'autre part, vous avez aussi une chose très importante, les guides d'intégration. Alors, les guides d'intégration, c'est pour la mise en œuvre de la pompe à chaleur vis-à-vis de la zone de danger, etc. Donc, toutes les bonnes préconisations pour installer la PAC en bonne et due forme. Et d'autre part, vous retrouverez aussi chez les fabricants, assez souvent, des schémathèques avec tous les différents schémas qu'on a vus, accompagnés de l'analyse fonctionnelle pour être assez complet. Je pense avoir répondu à la question de Franck. Voilà. Et juste pour compléter ce que dit Hervé, donc Viessmann a également participé au groupe de travail, Viessmann qui est membre ICO, et donc voilà, la schémathèque a été aussi travaillée avec d'autres constructeurs qu'Atlantique. Donc il y avait d'autres questions qui tournaient aussi autour de la chaudière sur les schémas SS1 par exemple. Évidemment, le schéma SS1 où il n'y a aucune particularité au niveau hydraulique, c'est une chaudière qui n'a pas de contrainte de température ni de débit.
hein. Donc, elle va venir s'arrêter simplement sur sa température de consigne. Alors qu'il y a une autre question qui précise effectivement, faut-il des ballons tampons sur les packs ou des bouteilles de découplage hydraulique, comme on appelle? Oui, évidemment, si la chaudière, comme les schémas SS1 bis Ether qu'a présenté Olivier, présente une contrainte au niveau du débit, donc là il faudra une bouteille, pas forcément une température de retour contrôlée, puisque s'il y a la condensation. Et dans le cas, si elle cumule les deux contraintes de débit et température, il faudra non seulement la bouteille de découplage hydraulique, mais aussi le maintien de la température sur son retour pour éviter le point de rosée à 55 degrés au gaz. Ok. Pascal, peut-être un mot de conclusion. Il y a peut-être encore une question. Est-ce qu'en présence d'un circuit CTA, on prend les schémas DS, double service? Oui, c'est possible. Il y a de l'hybridation des schémas avec hybridation monocircuit dans la schémathèque de tous les schémas double service. Ouais, ce qu'il faut dire d'une manière générale, et on peut peut-être conclure là-dessus, c'est qu'on a fait le choix de ces quelques schémas, j'allais dire, au niveau de la schémathèque. Il y a moyen, évidemment, de travailler sur d'autres schémas. On peut les dupliquer à partir de ces schémas-là. Il y a possibilité de prendre un bout de schéma de double service pour faire du simple service. Enfin, voilà, après, c'est une base de travail. On ne va pas se substituer au travail du bureau d'études en conception. Et voilà, l'idée, c'est de donner un outil aux concepteurs ou aux réalisateurs d'installation ou aux mainteneurs d'installation pour aller sur l'hybridation, mais à chacun de s'approprier ces schémas et de les faire vivre. Justement, il y avait une question aussi sur les MTA qu'on n'a pas représenté finalement, Jean-Pascal. C'est Ouais. tout à fait possible d'avoir des schémas en hybridation avec des MTA, hein, avec parce que le MTA, c'est simplement un circuit départ-retour. Donc, on revient dans la PAC pour faire le complément avec la chaudière. Et ça, vous le retrouverez chez les différents constructeurs et bientôt chez ICO, puisqu'on le rajoutera, ce schéma. Eh ben, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la schémathèque est en ligne depuis hier, donc c'est vraiment tout frais. Donc, on vous incite vraiment à l'utiliser et à nous faire des retours si vous le souhaitez via la rubrique contact là, du site ICO. On tâchera de prendre en compte vos retours pour faire évoluer cette schémathèque, soit avec de nouveaux schémas, soit avec des modifications sur les schémas actuels. C'est ça aussi l'esprit d'ICO, c'est l'échange, le partage et voilà, faire en sorte qu'on puisse faire évoluer ces schémas-là. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, je vous incite vraiment à utiliser cette schémathèque. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ICO, faire un bout de chemin avec nous, on est à votre disposition pour échanger sur l'association. Et puis, peut-être un rendez-vous pour nos auditeurs de l'ouest de la France. On organise une conférence le 3 novembre à Nantes. Sur les thèmes RE 2020 et hybridation, justement, où on parlera un peu plus en détail de ce travail qui a été fait sur l'hybridation. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis à très bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.